Chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette année 2025. Pour bien débuter l'année, je vais vous faire un cadeau à ma manière, une enquête. Comme vous le savez, depuis 2017, je propose des enquêtes sous hypnose avec l'aide d'un télépathe. Nous avons abordé les sujets tels que les origines de l'humanité, le gigantisme, la vie des Atlantes, le mont Bucégie, les pyramides, Jésus, les 7 vies de Mahé, la Terre plus grande et plein d'autres. Nous sommes retournés au mont Bucégie après avoir visité le cube de Jésus et avons choisi celui de l'énergie libre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Fortin, je fais du nettoyage énergétique. Vous avez mes coordonnées et toutes les informations dans la description pour ceux qui veulent me joindre. Je rappelle que je fais des enquêtes sur mon temps libre, je ne monétise pas mes enquêtes, je ne suis pas à l'origine des vidéos sur TikTok et j'estime que l'information doit être accessible à tous et gratuitement. L'enquête sur l'énergie libre va nous ouvrir sur une autre réalité. Bien sûr, tout n'est pas à prendre à la lettre. Pour certains, ce sera du grand n'importe quoi et d'autres, une révélation, un réveil. Peu importe le niveau de conscience, le but c'est de faire réfléchir. Comme le son était très mauvais, j'écoute l'enquête dans mon casque et je vous le retransmets à l'oral. Si vous entendez des voix parfois dans mon casque, c'est normal, c'est la mienne et celle du télépathe. Alors je mets le télépathe en transe et une fois en transe, il se dirige vers le mont Bucégie et là je vais lui dire de choisir un cube. Alors je lui demande ce qu'il voit, ce qu'il y a devant lui. Il est dans la salle des hologrammes, les salles d'information, là où il y a les cubes. Là il y a un cube. C'est comme s'il l'appelle. Alors je lui dis allons-y. Connecte-toi sur ce cube. J'y suis. Alors que vois-tu? Que captes-tu? J'ai plein d'images. On dirait des images du temps. Je ne sais pas si on est en Europe. Je pense qu'on est en Europe. Je vois on dirait des tramways. Tu sais, tout arrondi, assez vieux. Vieux pour nous, mais à l'époque où je les vois, ils sont plutôt neufs. C'est moderne pour eux. Ils sont magnifiques. Et tout est électrique. Je vois aussi des gens avec des trottinettes. Une personne qui sent que je suis là, elle le capte, donc il va vers elle. Elle sent qu'il y a quelque chose, elle est assise sur un banc, donc il va la voir. Elle s'appelle Gabrielle, donc c'est une femme. Donc il parle avec elle et elle dit qu'ils sont en 1771 dans la cité de Francfort actuelle. Donc il dit qu'il est étonné de voir tout ça à leur époque. Donc elle rit et elle lui dit pourquoi es-tu étonné? On est en 1771. Donc il lui explique lui qu'il vient du 21e siècle. Et là elle fait oh, et il dit on a ça avec des formes plus futuristes, mais on a commencé de l'avoir à partir des années 60. Donc 250 ans avant, eux ils ont déjà ça.
Elle lui montre plein de choses aussi, elle lui demande de l'accompagner. Donc, elle sait qu'il est derrière elle et elle ne surprend personne. Personne ne s'étonne qu'elle parle seule. Et elle lui dit, si tu regardes bien autour de toi, d'autres personnes parlent aussi. Elles ne sont pas seules. On sait qu'on est régulièrement visité par des âmes. Tu veux dire que ça fait partie du quotidien? Que les gens sont suffisamment connectés pour parler avec des présences? Oui, oui, ça ne surprend personne. Il est soufflé parce que il a la sensation que le trottoir, il avance comme sur un tapis roulant. Et lui, il est obligé de marcher à côté. Enfin, dans l'éthérique, ça fait bizarre, quoi. Donc là, ils sont sur un trottoir électrique, quoi. Donc lui, il est en sortie de corps, donc il est invisible, en fait, aux autres. Et donc il y a aussi beaucoup de voitures avec des roues très fines. Les tramways aussi sont électriques. Donc je demande, ils ont l'énergie libre du coup? Donc il ne peut pas me dire pour l'instant. Elle lui dit de le suivre. Donc là, il rentre dans un musée. Donc c'est le musée de l'énergie. Il y a marqué, il y a une grande devanture sur le musée. Les portes sont très hautes. Elle lui dit bien sûr. Il y a des humains qui sont bien plus grands que nous. On habite chez eux là. Il y a marqué, il ne sait pas le prononcer, musphère, M-U-S-E-U, M-S-U-F-E-R, un truc comme ça. Donc ça veut peut-être dire musée en allemand. Il y a une rue qu'il pense reconnaître. Et, et il a l'impression que ce n'est pas tout à fait pareil, mais on dirait que les bâtiments, ils sont plus hauts qu'à l'habitude. Il pense qu'ils n'ont pas eu encore le déluge. Donc c'est avant la coulée de boue. Et donc du coup, il voit des entrées qui sont gigantesques. Donc le déluge a eu lieu pas longtemps après 1771. Les entrées sont immenses. C'est juste incroyable. Alors ils sont maintenant dans le quartier Hocht, Hochst. Donc ils rentrent. Il y a des humains qui sont plus grands que lui. Il dirait qu'ils font 2,30 m, 2,50 m environ. Ils sont très grands. Ils le saluent. Ils sentent sa présence dans l'éthérique. Ah, ils étaient connectés à l'époque. Lui, il ne projette pas d'image, mais ils sentent qu'il est là, alors qu'il est invisible. Donc c'est ce qui explique en fait ces grandes portes. Partout, en fait, toutes les entrées sont grandes. Donc ils réalisent que ce qui leur servait de fenêtre nous sert de porte aujourd'hui. Après le déluge, les fenêtres, eh bien, on en a fait des portes.
Donc il s'appelle Albert. Et il lui dit qu'ils peuvent mesurer jusqu'à 2,80 m. Et lui-même, il fait partie des plus petits. Il fait 2,30 m. Donc il explique qu'il est plus enclin à expliquer que Gabriel. Il peut répondre à nos questions plus précisément. Il dit qu'effectivement, il ne faut pas être étonné qu'ils ont l'énergie libre, que tous les bâtiments sont connectés entre eux. Chaque tour capte l'éther. Il dit que si nous aujourd'hui on n'a pas ça, il sent déjà la présence néfaste de certaines personnes par des entités. Les géants commencent d'être persécutés. Ils sont moins nombreux que les petits humains. Même si on voulait, on ne ferait pas le poids. Faut pas s'étonner qu'on soit gentil avec les petits humains car on ne fait pas le poids. On est de nature très gentille. Et on aurait toutes les raisons de devenir méchants car beaucoup d'humains commencent à nous détester. Ils ne veulent plus de nous. Ils les sentent possédés. Il commence de dire que l'énergie ne peut pas être distribuée comme ça à tout le monde au hasard. Il lui dit « Tu es venu me voir en pénétrant par un cube de vérité. » Il lui dit « Ce cube, c'est le cube de la grille énergétique. » Et il lui dit « Sors dehors et regarde tous ces beaux immeubles que vous prendrez plus tard pour de l'architecture. » Il dit « Regarde, tu vois des bandes de cuivre qui viennent du sol jusque tout en haut, au plus haut point. Certes, elle peut servir quand la foudre tombe, mais leur rôle premier est de capter l'éther. Chaque bâtiment est construit de manière à avoir des formes géométriques qui créent un tore dans le bâtiment. Ce tore crée un champ magnétique et ce champ magnétique vient exciter un noyau ferreux et ce noyau crée de l'électricité. Et quand bon nous semble, tout le monde y a accès. La seule différence avec nous, c'est qu'ils n'ont pas d'ampoule incandescence. Ils s'éclairent avec d'autres systèmes différents de ce que nous on a développé. Ils n'ont pas de télé non plus. Par contre, ils ont des systèmes pour se chauffer, des systèmes pour refroidir aussi des bâtiments. Ils ont aussi beaucoup de choses motorisées avec l'électricité. Les bus, les trains, les tramways, les voitures, les vélos, qui ont une grande roue devant et une petite derrière.
Le moteur est sous la selle et il active la roue arrière. Des trottinettes ont très souvent 3 roues et donc ils ont l'électricité depuis près de 200 ans. Ils ne savent pas vraiment expliquer comment c'est arrivé. Quand ils sont arrivés, tout était déjà installé, les bâtiments étaient construits, tout fonctionnait. Donc en 1571, il y avait déjà tout ça. Et le géant, donc Albert, il vit combien de temps lui? Environ 130 ans, voire 140. Et les humains plus petits, donc ceux dans les années 1700, ils vivent combien de temps? Entre 90 et 110 ans. Donc ils vivaient bien plus longtemps que nous. Ils vivent moins longtemps que les géants car ils ont des vices que les géants n'ont pas. Ils fument et ils boivent. C'est le principal facteur qui réduit leur temps de vie. Alors eux, c'est pas vraiment des cigarettes. C'est comme une grande bouteille avec de la fumée dedans. Un peu comme un narguilé. C'est un peu le même principe. Ce n'est pas du tabac dedans, mais des fumées, dont certaines sont parfois hallucinogènes. Le petit humain est plus corrompu que le grand. Et ils vont aller à leur perte, à eux, aux géants, et que l'humain ira à sa propre perte aussi. Il est au courant qu'il va y avoir un déluge? Oui. Les géants, par rapport aux petits humains, sont bien plus informés. Ont-ils réussi à prendre une porte, à partir, avant le déluge? Oui. Tous les géants sont partis. Ils sont sur Gaïa actuellement. Tous les géants, tous les squelettes des géants retrouvés sur Terre sont des géants morts d'une mort naturelle. Ils n'ont pas subi le déluge, ceux-là. Gabrielle partira aussi. Elle est très amie avec les géants. Donc du coup, ils partent sur le premier anneau, donc l'anneau du dessous. Oui, ils sont accueillis par les hyperboréens. Ils n'ont pas perdu au change finalement. Donc le géant dit que c'est triste de savoir que tout va être abîmé. Il a conscience de comment c'est maintenant dans notre ligne de temps que la Kabbale a envahi et va tout détruire. Non, il ne sait pas tout, mais il se doute bien que ce n'est pas terrible. Mais il ne veut surtout pas savoir. Il explique qu'en 1771, la grille cristalline était encore opérationnelle à 90%. On sait à cette époque-là que l'on vit sur une surface plane, que le système aujourd'hui magnétique développé pour l'énergie libre n'aurait pas pu fonctionner si on vivait réellement dans une sphère. Pour pouvoir capter cette énergie, il faut qu'elle retombe. Il y a effectivement une grande sphère autour de Gaïa, un grand or autour, un grand or magnétique. Il le voit sur les reproductions qu'ils ont fait dans le musée. C'est très joli.
Donc c'est des gravures, on voit même c'est de l'art. Et on voit la grosse sphère de Gaïa avec ses différentes couches. Ils ont représenté le champ avec des fils colorés, c'est très beau. Et il lui dit, ce champ magnétique, il n'est pas pour nous, il est pour faire vivre Gaïa. On ne peut pas le capter. Notre dôme nous ferme à ce champ. Cependant, regarde ici. On a notre propre champ magnétique. Celui-ci, il est développé. C'est comme si tu prenais un aimant en forme d'anneau. C'est exactement pareil. Et tu viens mettre un fil autour de cet anneau, comme si tu recouvrais cet anneau d'un fil. À chaque extrémité, comme cet anneau est en constante vibration, eh bien, tu as de l'électricité. Il lui demande comment ça se fait qu'il vibre cet anneau. Eh bien, là, par contre, c'est le tore de Gaïa qui le fait vibrer. Le champ magnétique fait vibrer ce tore. C'est un champ magnétique qui en alimente un autre, et la seule solution ensuite est d'aller capter cette énergie. Sur des hauteurs variées qui peuvent aller de 5 mètres à environ 300 mètres. Le plus on va haut, le plus on capte de l'énergie puissante. Les pyramides sont donc à l'origine de ce captage. C'est pour ça que les monuments sont très hauts, entre autres. Ça capte l'énergie libre au sommet pour pouvoir alimenter convenablement les villes. Les églises faisaient rarement en dessous de 25-30 mètres. Les cathédrales montaient de 70 à environ 130 ou 140 mètres. Il lui dit, tu devrais regarder la cathédrale d'Autun. Elle est plus performante que n'importe quelle autre cathédrale qui ferait le double de hauteur. De par sa situation géographique, elle est déjà très haute au-dessus de la ville. Regarde son clocher, regarde son tympan. Il explique que le tympan a été détruit. Il n'a pas été détruit par erreur. Il a été détruit parce qu'on y indiquait comment capter l'énergie. Il insiste en disant que cette énergie est inépuisable. Ce qu'on appelle l'éther, c'est juste un champ magnétique qu'on peut exploiter. À partir du moment que les champs magnétiques vibrent, il peut alimenter n'importe quelle bobine. Il suffit de mettre un noyau de fer dans cette bobine et on a du courant sur chaque extrémité du fil. On calcule bien le nombre de tores que l'on veut et la section du fil que l'on veut. On obtient la tension et l'intensité que l'on veut pour avoir une puissance suffisante en fonction de ce qu'on veut en faire. Donc si on veut de nouveau l'énergie libre, il faudrait remettre ce qu'il faut sur les monuments. Pas uniquement. Il y a des monuments où les tours étaient leur propre tore. La tour, elle servait de noyau, comme aujourd'hui pour le transformateur. On met un noyau de fer, et tout autour de la tour, on avait l'impression que parfois elle était couleur or.
mais en réalité c'était un fil de cuivre conducteur, collé, ne faisait pas contact avec lui-même à chaque rotation autour. Le fil était isolé. Donc l'énergie n'est pas stockée, elle est à disposition à volonté, à profusion. Donc l'éther est présent jour et nuit, tout le temps pour l'éternité, et le champ magnétique sera éternel. Donc on a de l'électricité à tous les temps. Ils ont également des avions. Est-ce qu'il a autre chose à nous raconter sur son époque? Donc lui, il sait que ça va se dégrader pour notre époque. Il fait très chaud. C'est le mois d'août. Il fait 30 degrés. Personne ne se plaint de rien. Donc les hommes s'habillent en complet avec un chapeau. La canne est à la mode, même s'ils n'en ont pas besoin. Les femmes ont souvent une ombrelle ou un parapluie, même si elles n'en ont pas besoin. Et elles s'aident à marcher avec. C'est une forme de mode. Et Gabriel dit, on a ça, les femmes, et une toute petite pochette qu'on tient à la main. La pochette se tient un peu plus haut que le ventre, entre la poitrine et le ventre, et on plaque la pochette avec sa main contre son ventre, et on marche avec l'ombrelle, soit pour s'abriter, soit on la fait fonctionner comme une canne. Elles ont des robes longues et de belles coiffures? Oui, de très belles coiffures. Il y a des calèches, car des endroits où l'énergie n'est pas distribuée. Elle est surtout dans les grandes villes, puisque les bâtiments sont à l'origine de cette énergie. Donc tous ceux qui sont à la campagne ont des manières plus archaïques pour se mouvoir, pour se chauffer, et il y a donc de très belles calèches. L'énergie n'est pas partout. Il y a besoin d'un grand bâtiment pour générer le courant. La seule énergie qu'il y a dans les campagnes, c'est l'électricité qui est redistribuée dans des rails. C'est comme si on avait un pôle plus sur un rail et un pôle moins sur l'autre. Et les roues d'un côté du train et les de l'autre servent de connexion, et le train est électrique. Par contre, là, ils peuvent aller très loin. Ils sont quand même limités à une centaine de kilomètres, puisqu'ensuite, le plus on va loin et le plus on perd en tension. On ne peut pas y aller indéfiniment. Et donc là, tu es à Francfort, mais est-ce que c'était le cas dans toutes les villes d'Europe, ce système? Oui. La plus développée est en Moscou. Il dit que les petits humains à Moscou sont plus sensibles, plus évolués, sont plus connectés aussi, et leurs campagnes ne sont pas délaissées à l'époque où il me parle. Ils ont créé des générateurs à énergie libre pour les campagnes. Alors ça ne leur permet pas d'avoir des trottoirs électriques, mais chaque maison a son énergie. Ce sont des générateurs avec une roue d'inertie. Ils s'auto-alimentent par saccades. Il ne comprend pas. Comme ça fait des saccades, à chaque fois, le moteur, il entraîne, il arrête d'entraîner, il entraîne, il arrête d'entraîner. Et cette saccade, ça crée des saccades, et cette saccade permet de la roue. Ça permet à la roue d'inertie, à chaque arrêt, de redonner l'inertie qu'elle a pris à un générateur qui est derrière, et ce générateur est entraîné par cette énergie
de la roue et chaque saccade génère 7 fois plus d'énergie que n'a mis le moteur pour le créer, pour la créer. Donc un moteur qui consommerait environ 1000 joules peut en produire 7000. C'est-à-dire que le générateur produit 7000 joules, il en redonne 1000 au moteur pour qu'il puisse continuer à s'auto-alimenter. Et il en reste environ 6000 pour pouvoir consommer à volonté. Et ce système est assez fiable dans l'ensemble, mais mécaniquement, il demande beaucoup d'entretien. Est-ce que chaque maison a son générateur? Pas vraiment. Ils en mettaient un assez gros, donc un assez gros générateur pour le quartier. Bien évidemment, les puissances qu'il lui a données n'ont rien à voir. C'était juste pour expliquer le fonctionnement. Il y avait environ, pour une dizaine de maisons, un groupe. Donc il explique que quand on met une roue en inertie, on peut récupérer son énergie. Et si cette roue est alimentée, plutôt que d'être alimentée en continu, elle est alimentée de manière alternative, de manière séquentielle. On l'alimente, on l'arrête, on l'alimente, on l'arrête. Eh bien, elle rend 7 fois plus d'inertie qu'elle n'en consomme. C'est un principe très simple et mécanique. Et il dit qu'il est impossible que nos ingénieurs ne se penchent pas dessus, car c'est très simple à construire, seulement ils n'ont pas le droit de le faire. Le géant n'en revient pas que l'on paye notre énergie. Et plus en Russie qu'en Allemagne, tout le monde participe à la vie communautaire. Il dit, on n'est pas comme au temps des Atlantes, mais ça permet de ne pas culpabiliser quand on consomme de l'énergie pour soi. C'est de l'entretien des bâtiments. Tout le monde travaille. C'est pas parce qu'on a tout gratuit qu'on ne travaille pas. L'énergie ne fait pas tout. L'argent existe déjà, mais il n'est pas sale comme aujourd'hui. Et ce n'est pas vraiment de l'argent. Si on veut le traduire, ça s'appellerait de la monnaie libre. Ils estiment que, par exemple, 1 heure de cuisine équivaut à 1 heure d'une personne qui va faire de l'entretien. Par exemple, quelqu'un qui va travailler dans une mine à extraire de l'or, 1 heure de travail à lui représente 10 heures de quelqu'un qui travaillerait sur une charpente. Donc on a basé la valeur de cette monnaie qui n'existe pas en réalité. Il n'y a pas d'argent physique. Par exemple, un mineur, quand il a travaillé une semaine, il a gagné, on va dire que c'est des points. Par exemple, 100 points, alors que le charpentier n'en aura gagné que 10 ou 7. C'est juste que chaque personne n'a que à prouver qu'elle a travaillé et avec ça, elle peut prétendre avoir des choses. Nous, on dit acheter, mais ce mot n'existe pas dans leur langage. En fait, si une personne peut prouver qu'elle a travaillé tant d'heures, ça lui apporte tant de points et elle peut jouir de ça. Donc plus le travail est dur physiquement et plus ils ont de points, c'est basé sur la pénibilité. Il y a aussi une base sociale, que tout le monde gagne au minimum une certaine somme. Donc ceux qui font
les soins à la personne. Ceux-là n'ont pas de valeur marchande sur leurs heures de travail. Donc chaque personne qu'ils vont soigner leur offre de la nourriture, des objets, des meubles, car ils n'ont pas de valeur marchande à apporter. Alors, ils ont quand même la valeur sociale minimum, qui leur permet de pouvoir acheter de la nourriture tous les jours, et le reste, ce sont les patients qui leur donnent. Alors il dit que les petits humains mangent très peu de viande, les géants pas du tout. C'est juste incroyable de voir comment ils sont. Il y a 250 ans, ce n'est pas si vieux que ça, comme ça a tellement dégénéré en peu de temps, même si ils n'ont pas tout ce que l'on a, ils vivent beaucoup plus sainement et sont très connectés. Ils arrivent à se connecter dans l'éthérique. Nous, on ne sait même pas qu'on peut faire ça. C'est très grave en effet. Le géant dit qu'il faudra qu'un jour ils comprennent, les petits humains, que leur ego va leur jouer des tours et qu'ils ne peuvent pas sans cesse alimenter leur ego et tout vouloir, c'est impossible. On a tout perdu parce qu'on a un ego plus grand que nous. Donc on remercie Albert et Gabriel et je fais revenir le télépathe.